la rencontre d'André Breton et de Jacques Vacher. André Breton, lorsqu'il arrive à Nantes, il est mobilisé comme interne. Il fait la connaissance d'un jeune homme qui est blessé, qu'il rencontre, puisque Breton est donc affecté comme interne, et il va faire cette rencontre qui est une rencontre fondamentale, c'est-à-dire que Breton, jusqu'alors, est un poète épris de Mallarmé, de poésie, je dirais, savante, et tout à coup, il va faire la connaissance de ce personnage un peu provocateur, ce héros du négatif, qu'est Jacques Vacher, qui va lui faire comprendre que le monde, finalement, pourrait n'être qu'une vaste plaisanterie. Car Vacher va jeter un regard un peu ricaneur sur tout ce qui peut avoir de sérieux social, ce monde, tout ce qui peut avoir, je dirais, de raisonnable, et puis aussi, il va lui faire prendre conscience de l'importance de la, je dirais, de la vie quotidienne, et il va un petit peu sortir Breton de la sphère poétique. Ils vont découvrir ensemble le cinéma, ils vont découvrir justement à Nantes Fantomas, les serials, les séries de l'époque, les films à épisodes de l'époque. Donc Breton va découvrir avec délice ces cinémas où ils vont se livrer à quelques scandales débouchant des bouteilles de vin et mangeant à même la salle. Donc il va y avoir une sorte de prise de conscience, une sorte de bouleversement qui va conduire Breton à réviser la plupart de ses jugements sur le monde. Et finalement, on peut dire que c'est là qu'il va entrevoir ce qu'est le surréalisme. Il va autant l'entrevoir par le fait aussi que Vacher va se faire le passeur de l'héritage des Sarres. Oui, voilà. Parce que les Sarres ont déjà entrevu la poésie automatique, se sont déjà livrés à cette écriture libre qu'est l'écriture automatique. Et on peut penser que Vacher a fait part de certaines des découvertes poétiques, mais d'une poésie nouvelle, d'un esprit nouveau que les Sarres avaient pu initier. Donc voilà, il y a le fait fondateur qui est cette rencontre avec Jacques Vacher. Si on peut hasarder des explications, je dirais qu'il y a l'importance du port. Le port de Nantes, à cette époque, c'est un lieu de brassage d'idées. C'est un lieu où des populations loufoques, je dirais, fréquentent la ville, traversent la ville. C'est un lieu de croisement, c'est un lieu de départ, c'est un lieu d'arrivée. Et comme tous les ports, c'est un bouillonnement d'idées. Les idées, elles circulent à l'époque beaucoup à travers les bateaux, à travers les marins. Il y a une ouverture, il y a une aspiration vers le grand large. Il y a une rêverie. Jules Verne aussi a rêvé vers le grand large. Et c'est d'ailleurs ce qui caractérise tous les Nantais surréalistes, c'est leur attachement au voyage. Les surréalistes n'ont pas tous été des grands voyageurs, mais les surréalistes nantais ont presque tous voyagé. Que ce soit Benjamin Péret, qu'on citait et qu'on a écouté tout à l'heure, qui est parti en Amérique latine, au Brésil, au Mexique, que ce soit Jacques Viau, qui a fait le tour de la Terre, qui est allé aussi bien en Nouvelle-Guinée, dans les forêts papous, où à l'époque on n'avait pas vu beaucoup de blancs, jusqu'au Brésil, où il a, dans les années 60, alors qu'il n'était plus surréaliste, ni ne faisait partie du groupe, contribué à l'écriture d'Orfeo Negro, qui a quand même été un film très important au début des années 60, puisque Palme d'Or à Cannes et Oscar à Hollywood. Tous ces gens ont voyagé. On peut dire aussi Baron également a été pilote. Il est parti lui aussi sur les mers. Et effectivement, à Nantes, on partait de Nantes. Il y avait ce rêve d'ailleurs qui était peut-être plus fort justement que dans certaines autres grandes villes. Et puis il y avait aussi cette conflictualité très forte à Nantes, c'est-à-dire avec une bourgeoisie très réactionnaire, très rigide, et un prolétariat également particulièrement
je dirais, vif dans ses revendications, dans sa conscience de classe. Hein. Et donc, comme le dit Gracq, Nantes est une ville qui peut être à tout moment explosive. Donc le surréalisme est peut-être une de ces explosions. Patrice, est-ce qu'on peut faire un bref retour sur la genèse du surréalisme, l'héritage Dada, peut-être la rencontre entre Breton et Jacques Vacher, qui a quand même été peut-être le petit déclic, ou je sais pas, qui a permis à Breton ensuite d'exploser dans son expérimentation et tout ça, et voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai que la rencontre de Vacher, comme on l'évoquait tout à l'heure, a permis un déclic. Hein. Cette rencontre a d'ailleurs permis, a préparé d'ailleurs celle avec Tristan Tzara, le fondateur du mouvement Dada. Hein. On peut dire que ce bouleversement que Vacher a apporté à Breton, il s'est prolongé dans le mouvement Dada lors de la rencontre de Breton et de Tzara. Hein, donc Jacques Vacher décède à Nantes dans des circonstances assez troubles, hein, d'une overdose d'opium. Donc il disparaît en 1919. Donc Breton est fortement désappointé, perdu en quelque sorte. Et cette disparition va laisser place à l'avènement de Dada et à la rencontre de Tristan Tzara. Donc la révolte, je dirais, pré-surréaliste va pouvoir exploser. Un Dada, qu'est-ce que c'est ? Dada, c'est un mouvement négateur, né, on peut dire en quelque sorte, de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que c'est un mouvement de révolte contre cette formidable boucherie que fut la guerre 14-18, donc une révolte contre les hommes qui ont mené toute cette jeune génération à l'abattoir, et contre les valeurs portées par ce monde, hein, et contre, évidemment, la raison. Donc Dada, ça va être le bouleversement du champ littéraire et du champ artistique. Hein, Jacques Vacher déjà disait « Nous n'aimons ni l'art ni les